Le tournage au Franprix. Le tournage au Franprix. Tu comptes les pièces en même temps, ça va être compliqué. Je sais, je suis chiant, mais quand on fait de la vidéo, faut un silence total autour. C'est la première fois que je tourne dehors, je crois. Je suis pas bien à l'aise avec la notion encore. Je te dirai quand la prise sera terminée, je te signalerai le truc, ok? Tu me dis quand c'est bon pour toi. T'as pas fermé la porte? Tu fais quoi? Tu vas descendre tes machins du coup? Et tu sais que ça va se retrouver probablement dans la vidéo, cette séquence-là. Tu me fais faire tout ça pour rien, ça veut dire. Non, la séquence là, ce qui se passe là. On entend ma voix de merde, c'est ça. Oh, c'est peu probable. Ou alors il faudrait que je monte le son vraiment au maximum. Les enfants qui gueulent en arrière-plan, c'est formidable. La caméra qui aura plus de batterie avant la fin de la prise. Je peux montrer mon cul en passant? Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et oui, cette vidéo a mis un petit peu de temps à sortir puisque là on est à 53 000 abonnés et des poussières. Aujourd'hui, j'ai décidé de dissoudre, de répondre à toutes vos questions. Comme vous l'avez vu, j'avais annoncé une vidéo en fin d'année 2023 et donc aujourd'hui c'est le grand jour. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je vais répondre absolument à toutes les questions, peu importe le sujet, et je vous propose de commencer immédiatement. Et oui, vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on tourne un peu dehors. Quel est ton parcours et quelles sont les décisions importantes qui t'ont amené ici? Déjà, j'ai pas fait d'école d'audiovisuel, ça c'est important à rappeler quand même. J'ai tout appris tout seul. Aujourd'hui, c'est assez drôle de se dire que mon travail est utilisé dans des universités, alors que j'ai jamais mis le pied dans une université ou une école d'audiovisuel de manière générale. Mais quels ont été mes choix importants? Je sais pas si c'est vraiment moi qui ai fait des choix ou si j'ai été poussé un peu par hasard à faire ce que je fais aujourd'hui, parce que tout repose globalement sur des décisions un peu au feeling. Et surtout, vous connaissez un peu l'histoire déjà du tout début de la chaîne YouTube qui repose sur une rupture, etc. Donc c'est particulier comme parcours, c'est pas un parcours atypique du gars qui se découvre une passion étant petit, qui fait des études là-dedans pour progresser, tout ça. Mais je pense que les choix importants qui m'ont poussé, c'est de me laisser aussi bousculer par des gens qui m'ont demandé de faire des choses, qui m'ont poussé à faire des choses, typiquement mon associé. Je pense forcément au challenge de l'année dernière à faire une vidéo par jour, ce qui n'a pas été simple. Quels ont été les choix importants? Je pense aussi c'est d'expérimenter des choses. Si j'ai un peu réussi entre très grosses guillemets aujourd'hui, c'est complètement un hasard. C'est pas, il y a du travail, c'est sûr, mais j'ai rien fait d'exceptionnel. Je vous apprends juste à utiliser un logiciel de montage. Je veux dire, il y a mille et une manières de faire des vues, d'avoir des abonnés. C'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la plus simple. C'est celle que j'ai choisie en tout cas, parce qu'il y a des valeurs derrière, mais il n'y a pas vraiment de choix particulier. Après, pour ce qui est des détails justement de ce par quoi je suis passé, la rupture, le développement personnel, les vidéos fun avant de faire les tutos, tout ça, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup expliqué dans beaucoup de vidéos spéciales pour les caps d'abonnés. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos là, ça sert à rien de réexpliquer tout ça. Petite parenthèse importante, si vous voulez beaucoup plus d'informations, je vous renvoie vers un podcast qui a été tourné très récemment. C'était la première fois qu'on m'invitait pour une interview comme ça et j'ai pris beaucoup de plaisir, donc je remercie encore Luc de la chaîne Luc D. Vous retrouverez donc du coup bien évidemment la vidéo sur sa chaîne, je vous mets un lien en haut de l'écran et dans la description. C'est un podcast qui dure 1h20 où on revient sur tout le parcours, où on parle de beaucoup de choses, où on rentre beaucoup plus dans les détails, où on aborde vraiment des sujets profonds, donc ça peut être hyper intéressant si ça vous intéresse. Quelles études conseilles-tu pour apprendre l'audiovisuel et est-ce vraiment nécessaire? Bon, comme vous l'avez compris, j'ai pas mis le pied dans une école d'audiovisuel de toute ma vie. Je n'ai jamais pris le moindre cours, j'ai tout appris tout seul sur YouTube, en testant des choses et compagnie. Donc est-ce que je suis le mieux placé pour vous parler d'école d'audiovisuel? Est-ce que c'est le bon parcours à suivre, etc. Pas vraiment, quelque part. Mais pour ma part, qui ai toujours eu un problème avec le système scolaire où parfois on nous apprend des choses qui, même dans ce domaine-là, nous intéressent pas forcément. Alors l'histoire du cinéma, c'est très intéressant, c'est passionnant, il n'y a pas de souci. Mais quand on est animé par la création, par le fait d'expérimenter des choses, et plus par le côté technique, je suis pas bien sûr que ça serve vraiment, ou tout du moins que ce soit très intéressant pour la plupart des gens. Après, l'avantage que vous avez avec un prof, un formateur même, c'est que vous avez un fil rouge à suivre, vous avez un programme préétabli, c'est d'ailleurs à ça que servent les formations, à ne pas se casser la tête, à ne pas chercher à gauche à droite, à avoir quelqu'un d'expérimenté qui vous explique les choses, donc pour un formateur ou un prof, ça revient au même. Mais personnellement, je préfère, je pense, largement mon parcours puisque ça ne m'a pas dégoûté de l'audiovisuel, peut-être du fait d'apprendre des choses qui ne m'auraient pas intéressé, ça aurait impacté ça et j'aurais peut-être moins cette passion aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait probable. Et le fait du coup de pouvoir expérimenter, tester, apprendre, tourner ce que je veux, quand je veux et de la manière que je veux, il y a quand même une certaine liberté d'apprentissage qui est très intéressante et que pour le coup, personnellement, je recommande.
Sans trop de surprises, mon travail de monteur est le sujet qui a suscité le plus de questions. C'est normal, je vous apprends du montage, c'est normal que les questions pour ma personne en tant que monteur soient les plus posées. En tout cas pour moi ça me paraît logique. Combien de réalisations as-tu à ton actif? Alors combien de réalisations est-ce que j'ai à mon actif? Ça dépend en fait de ce qu'on appelle réalisation, si c'est ou du YouTube, ou du perso, ou du professionnel, ou plusieurs de ces catégories en même temps, donc à savoir toutes. Très honnêtement, sur le plan uniquement professionnel, je saurais pas vraiment dire combien de vidéos j'ai pu réaliser, mais si je prends tout confondu, tout ce que j'ai pu produire ces dernières années, donc c'est-à-dire ces 6 dernières années, on doit pas être loin des 1000 vidéos produites entre YouTube, des vidéos parfois perso, mais ça c'est très rare, le pro ou même les formations. J'ai eu une production, alors particulièrement forcément en 2023 avec les vidéos par jour, particulièrement chargée, mais voilà, je pense qu'en combiné, on doit pas être loin des 1000 si on n'est pas au-dessus d'ailleurs. Es-tu en statut d'auto-entreprise? Alors c'est un peu particulier comme question, c'est un peu délicat parce que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent de mon côté, mais actuellement, oui, New School Studio est en auto-entreprise. Pour qui réalises-tu des vidéos? Pour qui est-ce que je réalise des vidéos? Alors en somme, à peu près pour tout le monde en fonction du besoin, parce que si c'est pas dans mes compétences, typiquement un mariage, je ne le réaliserai pas parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Très personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais sinon, que vous soyez un professionnel ou un particulier, je peux réaliser une vidéo pour vous, un montage, une réalisation complète, du motion design, etc. Ça pour le coup, c'est absolument pas un problème. Mais effectivement, si je devais donner une cible privilégiée, c'est principalement les clients professionnels, puisque réaliser de la vidéo, je pense que vous le savez, ça a un certain prix, et la plupart du temps, en entreprise, c'est là où se trouve le plus de pognon. Oui, à un moment donné, il faut bien parler de pognon. En revanche, ce que je ne fais pas, c'est travailler à temps plein pour quelqu'un, c'est-à-dire être le monteur de quelqu'un. Ça, pour le coup, ça ne m'intéresse pas. Je tiens à garder mon statut de libre freelance, entre guillemets. Et bien évidemment, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, vous avez toujours l'adresse mail qui est en description de la vidéo. Quand tu montes une vidéo, comment sais-tu que tel effet irait mieux à cet instant plutôt qu'un autre? Après le dérush, arrives-tu déjà à visualiser à quoi va ressembler la vidéo? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce que ça va aborder le sujet de la créativité de manière extrêmement générale, mais on va dire que je vais pouvoir préciser 2-3 choses que je ne fais pas d'habitude dans les tutos. Comment est-ce que je sais que tel effet ira mieux à tel moment? Pour moi déjà, c'est pas juste au montage que je le prévois, c'est déjà même avant le tournage, avant même que tout se fasse. Vous l'avez déjà entendu venant de moi, mais un montage qui se passe bien, c'est avant tout un tournage bien préparé. Et il y a des effets qui nécessitent une préparation au tournage. Que ce soit un plan vide pour faire un masque, que ce soit un décor fixe si vous devez mettre des clones, il ne doit pas y avoir une partie de l'écran avec un décor et une autre partie de l'écran avec le même décor, mais avec 2-3 éléments qui ont bougé, parce que sinon la crédibilité de votre effet sera complètement ruinée. Mais après, très honnêtement, comment est-ce que je sais, au montage particulièrement, que tel effet ira mieux à tel endroit? C'est un peu une question d'habitude, c'est un peu une question d'expérience, c'est aussi un peu une question de créativité, de comment est-ce qu'on perçoit les choses. Il y a beaucoup de feeling là-dedans, et ça se développe au fil des années. C'est comme ça que des personnes développent leur propre technique, leur propre style visuel. Mais on va dire qu'il y a un petit peu une question aussi de rythme, une question de logique, dans le sens où si vous avez fait une grande partie un peu plus plate que d'habitude, le fait, soit entre les deux, au milieu de cette partie, soit pour relancer un petit peu le dynamisme, vous placez un effet qui va faire un effet de rebond, qui va vraiment relancer l'énergie dans votre vidéo. À ce moment-là, ça peut être intéressant de l'incorporer. Et voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est très vaste, parce que selon le projet, selon vos envies, selon vos goûts, selon votre niveau d'expérience, on n'aura pas forcément les mêmes pratiques, on n'aura pas forcément les mêmes réflexes au tournage ou au montage. Donc c'est intéressant à développer, et c'est intéressant pour le coup d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour justement étudier le style de montage de chacun, pour ensuite se créer un propre style. On a tous nos mentors dans la vie, que ce soit d'un point de vue philosophique, d'un point de vue du métier, d'un point de vue artistique, peu importe. Et bien dans le montage, c'est exactement la même chose. On a besoin de s'inspirer de quelqu'un, on a besoin d'avoir un genre de guide spirituel, si je puis dire ainsi. Et après, ce sont toutes nos références, nos goûts, nos habitudes qui viendront créer notre propre style. Bonjour, je voudrais savoir si, comme beaucoup d'autres, tu passeras sur DaVinci. Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? Alors cette question elle me fait rire parce que, alors on me l'a jamais posée, très honnêtement, mais j'ai eu énormément de personnes dans ma communauté, forcément particulièrement, qui m'ont dit, je suis désolé, je passe sur DaVinci, etc. Mais merci pour tout ce que tu m'as appris, etc. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je n'en veux absolument pas aux personnes qui font ça, très loin de là. C'est même plutôt courageux d'une certaine manière de venir me voir, moi, directement pour me dire, je quitte Premiere Pro et je passe sur autre chose. D'un certain point de vue, c'est un petit peu courageux. Mais pour ma part, non, je ne passerai jamais sur DaVinci, et ce pour 2 raisons. Alors, la première, je passerai jamais sur DaVinci de manière complète, même si je pense qu'à un moment donné, je vais m'y intéresser pour pouvoir peut-être faire des tutos dessus à un moment donné ou des formations, ça c'est très probable. Et donc je ne passerai jamais dessus parce que aujourd'hui, Premiere Pro est un logiciel que je maîtrise. Alors je vais pas dire à la perfection, mais que je maîtrise vraiment de manière assez pointue, de manière assez technique, et j'ai pas envie de tout réapprendre sur un autre logiciel pour au final ne pas forcément avoir de plus-value, dans le sens où je passe d'un logiciel de montage à un autre, c'est-à-dire que le résultat sera le même, l'outil utilisé sera différent, donc je vois pas bien l'intérêt. Et surtout en fait particulièrement parce que pour les tutos, Premiere Pro est le leader de son marché.
marché. Alors peu importe ce qu'on en pense, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et je ne parle pas d'Apple, parce que sur Apple on peut utiliser Final Cut comme on peut utiliser Premiere Pro, mais force est de constater que Premiere Pro est aussi bien présent, même sur Apple. Donc pour le coup, c'est le premier de son domaine. Pour les tutos, pour moi, ce serait dommage d'une certaine manière d'abandonner Premiere Pro pour migrer sur un logiciel moins populaire entre guillemets, et surtout aussi que je me suis bâti une image au fil des années du gars qui maîtrise Premiere Pro et du gars qui vous montre comment bien utiliser Premiere Pro, donc il y a un peu de ça aussi. Dans mon cas à moi, c'est particulier si je ne faisais pas de tuto, si je devais utiliser simplement au niveau technique, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais fait la transition, mais pour le coup, c'est pas prévu, sauf pour des tutos où je m'intéresserai au logiciel en lui-même, mais sans quitter Premiere Pro. Est-ce que tu aimes les VFX? Si oui, penses-tu pouvoir faire des tutos dessus? Alors pour répondre à cette question, je veux juste éclaircir quelque chose. Il ne faut pas confondre les effets visuels et les effets spéciaux. Ce sont deux choses très différentes. Les effets visuels sont des effets spéciaux créés en tournage, donc ils sont visuels du point de vue physique, ils sont tangibles, alors que les effets spéciaux, eux, vont être créés directement dans le logiciel. C'est deux choses très différentes. Le premier est physique, quand le deuxième est numérique. Mais on peut répondre quand même à la question sous les deux formes des effets. D'un point de vue visuel, ça demande quand même une certaine organisation du matériel, etc. que je n'ai pas aujourd'hui, et encore moins un lieu de tournage, donc peut-être que ça se fera pour des grosses productions, ou alors le jour où je parlerai de courts-métrages, etc. très probablement. Et pour ce qui est des SFX, j'en ai quand même créé quelques-uns. Alors, j'ai pas encore fait tout ce qui est les sabres laser, forcément les explosions, etc. ou d'autres choses, mais sur After Effects, j'ai déjà traité quelques sujets. Ça reviendra durant l'année et les années suivantes, évidemment. Je pense même qu'à un moment donné, la chaîne se spécialisera encore un peu plus dans ce genre d'effets. Aujourd'hui, cette année, comme je vous l'ai dit, on est plus du côté commercial, peut-être que 2025 sera dédié aux effets spéciaux, on verra ça. Et à la question surtout, est-ce que j'aime ces effets-là? Oui, quand même, c'est vraiment, je pense, qu'il va rajouter toute la crédibilité, parce qu'un effet spécial comme ça, alors effet visuel ou effet spécial, peu importe, ça va rajouter du réalisme, soit ça va rajouter de la texture à l'image, ou du grain, ou de la colorimétrie, soit effectivement on va pouvoir faire des vraies explosions tangibles dans la réalité, ce qui sera mieux qu'une explosion en post-production. Bref, les deux ont leurs points forts et leurs points faibles, mais comme je vous l'ai dit, pour ce qui est d'en faire, j'en ai déjà fait quelques-uns, et c'est quelque chose qui reviendra durant l'année et les années suivantes. Où t'inspires-tu pour tes vidéos quotidiennes? Car au bout d'un moment, tu dois penser tourner en rond. Alors effectivement, comme j'en ai parlé dans un point, alors je sais plus lequel, mais effectivement, je faisais un point par mois durant le challenge, et donc je revenais un petit peu sur ce qui s'était passé. J'avais donc parlé de ça, et je pense que c'était en fait le dernier, à savoir celui du mois de novembre, où j'avais dit qu'effectivement, au bout de 330 vidéos réalisées, l'inspiration commence un petit peu à être difficile, tout du moins trouver des choses intéressantes, différentes, diversifiantes à vous apprendre. Forcément, c'est un peu compliqué, mais je vais redire très globalement ce que j'avais dit à ce moment-là, à savoir que la plupart de mes idées viennent de mes connaissances personnelles, que ce soit au niveau technique, au niveau esthétique, au niveau créatif, etc. L'avantage également de faire une vidéo par jour, c'est que j'ai pu consacrer des vidéos à uniquement des petites techniques, d'où la série des 3 tips justement. J'avais pas besoin de faire une énorme vidéo comme ce que vous avez pu voir depuis le début de l'année. Et évidemment, de temps en temps, je vais voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, dans des films, dans des clips. Je regarde beaucoup les tendances YouTube pour voir s'il y a un truc intéressant à parler en tuto. Donc je me tiens un petit peu au courant de ce qui se passe, et voilà, je regarde un peu les chaînes de mes confrères qui font également de la formation ou juste des tutos. Et je regarde aussi des youtubeurs, j'ai des idées qui sont venues de Squeezie, d'autres de Cyprien, d'autres d'Amixem, etc. Donc on va dire que je vais chercher un peu de l'inspiration où ça me chante, et là effectivement pour cette année, ça va être un petit peu différent. Des projets de formation sur After Effects ou éventuellement un autre logiciel de montage comme DaVinci? Alors oui, c'est prévu, mais pas tout de suite. Alors sur After Effects déjà, c'est sûr, il y aura une initiation, enfin tout du moins une version initiation et une version avancée. Alors quand, je sais pas, peut-être durant l'année si je me chauffe, ou alors peut-être en 2025, on verra. Pour l'instant, je vais pas vous donner de date parce que je n'en sais rien moi-même. Et pour DaVinci, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, oui, il y a de grandes chances que je m'y intéresse. Pour l'instant, je n'ai jamais mis un pied dessus. Je suis tout à fait transparent avec vous sur ce point-là. Donc avant d'en parler, avant de vous fournir une expertise, je compte me former personnellement, je compte me faire un peu mes armes, et à partir de là, on verra. Quelles sont les chaînes que tu suis pour continuer à t'améliorer en montage vidéo? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce que on a tous nos mentors, comme je l'ai dit encore une fois un peu plus tôt, on a tous nos inspirations, et pour ma part, il y en a 3, très objectivement, dont un, et d'ailleurs c'est beau d'en parler aujourd'hui, la première chaîne qui m'a boosté, qui m'a formé, même si j'ai été autodidacte, mais c'est là vraiment que j'allais chercher les tutos, un petit peu en fait comme vous aujourd'hui avec moi, c'est-à-dire que vous venez sur la chaîne et vous regardez un petit peu les tutos qui vous intéressent, et ensuite vous les utilisez et vous progressez. Donc encore une fois, il y a ce slogan, mais bon, c'est le concept de la chaîne. Et donc mon premier mentor entre guillemets dans ce truc-là, c'était la chaîne Cinécom. Alors je dis c'était dans le sens où il y a un acteur particulièrement de cette chaîne-là qui m'a parlé, qui m'a motivé et qui m'a vraiment, transmis cette passion-là. C'est Jordi qui récemment, il y a quelques semaines à peine, a annoncé qu'il arrêtait justement de faire des tutos pour se consacrer à d'autres choses, etc. Donc peut-être que c'est une lignée que je vais suivre plus tard, pas par volonté, pas par symbolique, mais peut-être qu'à un moment donné,
donné, oui, j'en aurais marre de faire des tutos, c'est pas impossible, mais rassurez-vous, c'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant, je me plais beaucoup dans ce que je fais, donc rassurez-vous, vous allez encore vous coltiner ma tronche pendant quelques années. Mais donc voilà, il y a lui, je tenais à en parler en premier, rapport au fait justement qu'il est arrêté, et pour moi, ça fait comme un peu une passation de flambeau, symbolique évidemment, donc pour moi, ça me parle beaucoup. Mais sinon, à côté, il y en a deux autres. Parker Wolbeck, qui est vraiment l'un des plus puissants en termes d'inspiration, en termes de claques visuelles que j'ai pu prendre dans ma vie. Et à côté, celui qui pour le coup m'a beaucoup motivé à m'orienter pour ce que je vais faire cette année, c'est Daniel Schiffer, qui lui pour le coup est extrêmement orienté dans tout le côté commercial, d'où la prise de décision de cette année justement de m'orienter également là-dedans. Quelles sont les autres compétences que tu aimerais développer? Les compétences que j'aimerais développer, alors c'est pas une question que je me pose nécessairement souvent parce que j'ai l'avantage, on va dire, de toucher un petit peu à tout, autant à la photo, autant à la capture d'écran, autant effectivement aux effets spéciaux, au montage, à l'animation, au motion design, enfin bref, à beaucoup de choses, à l'audio aussi évidemment, au fond vert, tout ça, bref, il y a énormément de domaines, mais je pense que s'il y a une compétence en vidéo, évidemment, que j'aimerais développer et qui pourrait beaucoup me servir, ce serait tout ce qui touche un peu à Blender, à la 3D de manière générale, parce que ça me permettrait de créer des choses extraordinaires, bien plus poussées, peut-être aussi un petit peu de l'animation, alors pas de l'animation, du cartoon, etc., mais faire effectivement des animations sur Animate, des choses beaucoup plus organiques, qui prennent beaucoup plus de temps si on le fait sur After Effects, etc. Donc peut-être effectivement dans ce domaine-là, j'aimerais rechercher un petit peu des compétences supplémentaires, mais c'est vrai que la 3D, objectivement, ça m'attire un peu plus quand même. Mais sinon, à très court terme, il y a une compétence que j'aimerais développer, qui est trop peu revenue en fait ces dernières années, c'est le tournage de manière générale, parce que pour ma part, alors c'est mon point de vue, vous pouvez le partager ou non, ça on peut en discuter en commentaire, c'est pas un souci, mais je trouve que j'ai infiniment plus d'expérience, de compétences et de qualité de production en montage, en post-production qu'en tournage. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Quand je tourne, je tourne dans un environnement que je connais, que je maîtrise, et forcément, si je dois faire des tournages en extérieur, c'est pas quelque chose où je suis assez entraîné. Alors on va dire qu'avec cette vidéo, ça fait un petit entraînement rapide, mais on va dire que c'est pas un vrai tuto, enfin c'est pas un vrai tuto, c'est pas un vrai tournage professionnel, etc. C'est juste histoire de se faire un peu kiffer, de changer la localisation de la vidéo, etc. Enfin de changer les lieux de tournage, bref. Mais voilà, je pense que aussi, enfin c'est même pas je pense, c'est je suis sûr que je veux travailler le tournage et ma connaissance de l'audio à très court terme pour vous, pour évoluer la qualité des vidéos, et également pour moi, quitte à devoir vous présenter des choses, faut quand même que je maîtrise un minimum le sujet. D'où viens-tu? D'où je viens, globalement, je suis né à Paris. J'ai fait 1 an là-bas. Après, j'ai globalement fait 10 ans dans la basse Normandie. Alors aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus vraiment haute ou basse. Et ça fait plus ou moins 14 ans, 15 ans même que je suis dans le sud. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire de ce côté-là. On va dire que j'ai un parcours assez lambda du gamin qui a un peu déménagé en suivant ses parents. Mais rien de plus, quoi. Aurais-tu pensé un jour arriver au stade où tu es aujourd'hui, et qu'est-ce que ça te fait? C'est une phrase que j'ai beaucoup dit dans les points précédents, et je pense que ça concerne un peu tous les vidéastes, qui est de dire que quand on se lance sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément la prétention d'arriver haut, à moins d'arriver avec un concept révolutionnaire, et encore. Donc non, très honnêtement, je pensais pas en arriver là, mais je pense, et je suis convaincu aussi que ça peut encore monter. Mais par contre, qu'est-ce que ça me fait? Alors déjà, beaucoup de fierté, pas tant dans le fait d'avoir des gens qui me suivent parce que c'est juste un chiffre, mais surtout dans le fait de me dire j'aide les gens au quotidien. Et il y a une forme de pression aussi parce que plus de gens vous suivent, plus les gens vous font confiance, et donc forcément, moi qui ai une expertise à apporter, forcément, c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps simple de vraiment trouver une bonne idée, bien travailler et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Comment vois-tu ton avenir sur YouTube et qu'est-ce que tu aimerais faire ces prochaines années? Comment est-ce que je vois mon avenir sur YouTube? Déjà continuer dans les tutos. Pour le coup, j'ai pas nécessairement prévu d'arrêter ou quoi que ce soit, mais peut-être me divertir. En fait, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis tout seul à faire ce que je fais, et ce depuis le tout début des tutos, depuis 4 ans. Donc si j'avais quelqu'un déjà avec moi, ce serait plus simple. Alors pas la peine de venir en commentaire me dire oui mais moi je suis là machin. Je peux pas prendre qui que ce soit pour l'instant, j'en ai pas la capacité, et j'ai pas envie de prendre de stagiaire non plus, très honnêtement. Mais le fait est que voilà, j'aimerais continuer à évoluer dans les tutos, probablement faire un jour des tutos sur Blender, mais beaucoup plus poussés, parce que pour l'instant j'en ai fait qu'un, c'était le tuto squelette. Peut-être aussi et probablement des tutos Photoshop, parce que ça c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, ne serait-ce que pour perfectionner mes techniques, perfectionner mes compétences, et ensuite du coup pour vous apprendre à vous en servir comme j'ai fait pour Premiere Pro. Mais voilà, globalement non, je pense que la chaîne YouTube restera dans le domaine de l'audiovisuel. Alors c'est possible qu'un jour il y ait d'autres chaînes qui voient le jour, ça c'est pas impossible, mais comme je vous ai dit, tant que je suis tout seul pour l'instant, c'est New School Studio, les tutos vidéo, et puis on verra plus tard. Tu voulais faire quoi petit? Je suis désolé, on entend la flotte qui est juste à côté. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Je pense que c'est important de dire que quand j'étais petit, je savais pas du tout ce que je voulais faire, et je l'ai pas su avant très longtemps, c'est-à-dire je l'ai pas su avant mes 20 ans. Je pense que c'est important pour
pour les gens qui sont au collège ou au lycée, qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire encore de leur vie ou même de leurs études. Moi, je l'ai su qu'à 20 ans et je voulais faire au début coach et conférencier en développement personnel. C'est d'ailleurs là que ma mère m'a dit la fameuse phrase « Trouve-toi un vrai métier » qui m'a motivé à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Pour refaire le parcours simple, je me suis découvert la passion pour la vidéo et du coup aujourd'hui je veux bosser dans la vidéo, être formateur, tout ça, être passeur de savoir. Mais à la base, non, je savais pas. Donc si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, hey, salut à tous les amis! Si on vous met une pression, même si c'est pas forcément simple, essayez de vous détacher un peu de ça, ça vous fera déjà du bien. Et si ça doit arriver plus tard, ça arrivera plus tard. Et le Franprix dans tout ça, c'est définitivement fini? Je peux montrer mon cul en passant? Eh bah, comme vous le voyez, pas vraiment, malheureusement. Alors c'est vrai qu'au mois de juillet, pour le point du mois de juillet, parce que l'année dernière, je vous rappelle que je faisais une vidéo par jour, je vous avais dit la chose suivante, et on commence par la news numéro 1, vous l'avez vu dans le titre, oui, le Franprix, c'est enfin terminé. Pour refaire un petit peu l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, pendant quelques temps, j'ai dû travailler au Franprix du centre-ville de Toulon. Alors c'était pour payer les factures en attendant d'avoir une autre solution, mais du coup maintenant, c'est plus simple. Mais malheureusement, le fait est qu'aujourd'hui, je ne vis pas encore de mon activité, je vis pas encore des vidéos, des formations, etc. Même si c'est prévu qu'à l'avenir, ce soit ça qui remplace un petit peu le Franprix ou tout autre petit boulot. Et bon, comme vous le voyez, en attendant, voilà, je suis au Franprix, je tourne parce qu'on m'a autorisé à y tourner. Et je remercie les patrons d'ailleurs pour ça. Et si vous voulez me voir, alors ça me fait un peu rire de dire ça, mais si vous voulez me voir, vous passez ici, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et je sais pas encore pendant combien de temps je vais être ici. Mais pour l'instant, je suis là, ça me plaît, rassurez-vous. Mais il va falloir continuer à bosser pour pouvoir se sortir d'ici. Que recommandes-tu entre Artlist, Envato, Motion Array, Storyblocks et tout ce genre de plateformes? Alors, quelle plateforme je recommande parmi tout ça? Alors, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choix, c'est un avantage quelque part. Personnellement, la plateforme que j'ai toujours utilisée, c'est Storyblocks. Pour déjà une bonne et simple raison, c'est que du moment où vous téléchargez un rush, un footage, une vidéo, peu importe, un son également, ce fichier, vous allez pouvoir l'utiliser tout le long de votre vie, puisque la licence Storyblocks, aux dernières nouvelles, à moins que je me trompe, mais normalement c'est pas le cas, vous pouvez utiliser donc, comme je vous l'ai dit, ce que vous avez téléchargé toute votre vie. Ça ne veut pas dire que le fichier vous appartient, c'est juste que vous avez le droit de l'utiliser selon la licence. Donc pour moi, pour ça, c'est vraiment une grosse différence qui est vraiment à prendre en compte. Comment faire l'animation 3D d'un logo ou d'un dessin? Comment répondre à cette question? C'est-à-dire que là, comme tu le vois, je suis dans la forêt. Pour l'instant, j'ai pas encore traité la 3D, c'est pas un domaine sur lequel je suis assez compétent. Des tutos seront prévus durant l'année, j'ai envie de tâter un petit peu ça, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. En revanche, par contre, pour ce qui est d'un dessin, les deux solutions sont premièrement de refaire le logo, alors soit en vectorisant le dessin, soit en recréant le dessin sur Illustrator, et ensuite de l'animer, alors soit sur Premiere Pro, soit sur After Effects. J'avais fait un tuto sur le sujet sur Premiere Pro, je te mets un lien en haut de l'écran, mais surtout, si tu refais du coup le dessin sur Illustrator, tu auras les calques indépendants, et donc ce sera plus simple à animer. Comment bien réussir le motion design avec Premiere Pro? Comment bien réussir le motion design avec Premiere Pro? Pour moi, il y a 3 points qui sont globalement essentiels. Premièrement, le motion blur. Forcément, si on veut une animation plus smooth, plus réussie, plus esthétique, c'est hyper important. Deuxièmement, le mouvement constant. Il ne doit pas avoir de coupe, il ne doit pas avoir de pause. Vous ne devez pas avoir un moment figé. Tout doit s'enchaîner de manière relativement fluide et relativement simple. Alors, il y en a un qui est très bon pour ça, c'est Potatoes, même si son montage est absolument presque épileptique, parfois surchargé, mais qui est extrêmement qualitatif. Je vous invite à aller voir sa dernière vidéo d'ailleurs. Mais sinon, bien évidemment, les règles esthétiques de base, que ce soit pour les typos, pour les logos, pour les couleurs, ne pas prendre une couleur trop flashy, ne pas prendre une typo qui n'a aucun sens avec ce que vous faites, ou même qui de manière générale n'est pas en accord avec ce qui se fait en ce moment dans le domaine du graphisme, etc. Bref, c'est pas des points hyper compliqués, mais forcément quand on a un peu de bouteille, quand on a un peu d'expérience, c'est beaucoup plus simple à manier. Combien de personnes travaillent avec toi? As-tu besoin d'aide ou d'un membre supplémentaire? Alors comme je l'ai dit un peu plus tôt, effectivement, non, en ce moment je n'ai personne qui travaille avec moi, je n'ai pas les moyens de prendre qui que ce soit, et pour l'instant je n'ai pas envie que ça bouge, je suis très bien comme ça, et je pense même d'ailleurs que c'est assez important d'abord de travailler un peu tout seul pour faire ses armes, voir comment on réagit face au travail en étant seul, en n'ayant aucune aide extérieure, etc. Même si bien évidemment, avoir des avis extérieurs, ça pour le coup c'est très important. Quelle est selon toi l'importance du nom et du logo d'un monteur dans les yeux du client? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire la différence ou non pour obtenir des contrats? Alors, ça peut faire une différence, oui et non, parce que ça dépend en fait de ce que le logo raconte. Si une grosse boîte de prod, typiquement, je dis n'importe quoi, mais si Red ou Harry font effectivement une prestation pour un client, tout du moins vont démarcher des clients, même si c'est quand même peu probable, effectivement, le nom, notamment pour quelqu'un qui connaît, parce que c'est aussi important de connaître, ça va être important. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il y a cette crédibilité accordée au nombre d'abonnés, typiquement quelqu'un qui a les mêmes compétences
compétences, il y a la même méthode de travail, la même communication, etc. Si entre ces deux personnes, il y a 50 000 abonnés typiquement de différence, inconsciemment, la personne va plus s'orienter vers la personne qui a les 50 000 abonnés parce qu'elle va se dire cette personne a réussi, elle a des compétences, elle a su le prouver, etc. Et techniquement, quelqu'un qui est connu, entre guillemets, a plus de chances que quelqu'un qui n'a pas d'abonnés du tout. Donc ça, effectivement, ça peut faire la différence pour avoir des contrats. Et un logo professionnel, là, pour le coup, oui, parce que c'est un peu l'image de marque que tu renvoies, c'est un peu ton professionnalisme. Donc là, pour le coup, oui, le logo, faut absolument pas le mettre de côté, faut absolument pas le prendre à la légère. Comment trouver un bon budget pour un client? Un bon budget, selon moi, c'est un budget où vous êtes tous les deux gagnants. C'est-à-dire que la personne a dépensé une certaine somme pour avoir une prestation de service. Je reste dans l'audiovisuel, évidemment. Et de l'autre côté, toi, tu as pu rentrer assez d'argent et ne pas te mettre dans une galère en termes de temps ou financièrement. C'est-à-dire que si tu fais un devis à 200 € mais que tu y passes une semaine, bon bah évidemment, tu auras perdu au change. Après, un devis, ça va surtout dépendre de ce que tu fais, ton niveau de compétence, le matos que tu as, le temps que ça va te prendre, le client pour qui tu réalises ça, la réalisation en elle-même. Donc c'est très particulier. Typiquement, un simple montage, entre guillemets, ou du motion design, même si la vidéo fait 1 minute. 1 minute de motion design, crois-moi, pour en avoir fait déjà quelques fois, ça prend énormément de temps. Ça peut te prendre même plusieurs semaines. Donc c'est plus, on va dire, au cas par cas. Mais voilà, pars toujours de ce principe-là où les deux doivent être gagnant-gagnant et que tu ne dois pas perdre du temps ni d'argent. Est-ce que je serai là encore l'an prochain? Ah bah écoute, oui, je l'espère quand même. Pour ceux qui ne savent pas, bah alors ma patate, c'est un abonné qui, pendant toute l'année où j'ai fait une vidéo par jour, était vraiment là tous les jours à mettre toujours le même commentaire, parfait, comme d'habitude. As-tu prévu de faire d'autres formations? Alors, pour le coup, j'en ai un peu parlé durant toute la vidéo, effectivement, mais oui, du coup, c'est prévu que je fasse d'autres formations sur After Effects, la suite de la colorimétrie, sur Premiere Pro, de l'animation de texte, du fond vert, etc., etc. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Tu gagnes combien, mon ref? Je pense que tu parles notamment surtout des revenus de la chaîne YouTube. Je gagne à peu près 400 € par mois avant impôt. Dernière chose, est-ce que tu es fier de toi? Je suis fier de ce que j'ai créé. Je suis fier des valeurs qui m'ont forgé, des épreuves que j'ai traversées. Je retiens ces moments de solitude face à moi-même, seul, avec ma musique, où j'étais en train de me morfondre de toutes les galères que j'ai eues, de toutes les tristesses que j'ai eues. Et je pense que s'il y a bien une chose que je garderai en mémoire, c'est la personne que je suis devenu grâce à tout ça. Vous croyez pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie, pour l'éternité? Ce serait pas ça le paradis? C'est exactement comme ça que je le vois.